Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce séminaire de formation qui est organisé par la COPEP. Je suis Aline Drapeau, je suis la directrice de la communauté de pratique en épidémiologie psychosociale. La COPEP a été créée en 2013 par des chercheurs de l'Institut, Dr Richard Boyer, Lise Bergeron, Alain Lesage et Gilles Côté. C'est un regroupement de chercheurs qui sont intéressés par les aspects psychosociaux de la santé mentale. Alors, les objectifs principaux de la COPEP, c'est de promouvoir l'expertise des chercheurs québécois en épidémiologie psychosociale, de participer au développement d'approches et d'outils méthodologiques en épidémiologie psychosociale et surtout de favoriser le réseautage des chercheurs, des étudiants et du personnel de recherche de diverses institutions. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur les activités antérieures de la COPEP à notre site. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs séminaires de formation sur des thèmes variés et les présentations PowerPoint sont accessibles sur le site de la COPEP. Vous pouvez aussi adhérer gratuitement à la COPEP. Ce que ça va vous donner, c'est de pouvoir faire du réseautage avec des gens qui partagent les mêmes intérêts de recherche que vous, en épidémiologie psychosociale dans le sens très large du terme. Et ça va aussi vous permettre d'influer sur le choix des thèmes de nos séminaires de formation et même de présenter votre propre expertise dans ces séminaires-là. Ça peut vraiment être très intéressant et pour adhérer, c'est vraiment très simple. Vous remplissez un petit formulaire d'adhésion, vous nous le retournez et on gère le tout par la suite. Alors, le séminaire de formation qu'on vous offre aujourd'hui, ça porte sur les enquêtes en ligne. Comme vous le savez, les enquêtes en ligne, ça gagne en popularité pour deux raisons principales. C'est que ce sont des enquêtes qui sont, de façon générale, moins coûteuses que les stratégies d'enquête traditionnelles basées sur des entrevues par téléphone ou face à face. Et c'est aussi une stratégie qui permet de rejoindre des populations qui sont difficiles à rejoindre autrement ou qui ont tendance à pas participer aux recherches, par exemple les jeunes adultes. Le recrutement des participants en ligne et la collecte de données de recherche en ligne, ça soulève des difficultés très particulières et certaines personnes, des experts, ont trouvé des solutions à ces problèmes-là. Des solutions pour obtenir un échantillon qui est représentatif de la population qu'on ciblait et pour minimiser la non-réponse dans les questionnaires en ligne. Vous savez, on investit beaucoup d'énergie pour recruter des gens et c'est toujours un petit peu plate quand les gens acceptent de participer mais ne complètent pas le questionnaire au complet. Pour nous, c'est des données qui disparaissent, on ne peut pas les utiliser. Alors, les conférenciers qui participent au séminaire de formation d'aujourd'hui sont des spécialistes, des experts dans le domaine du recrutement en ligne et dans le domaine de la collecte des données en ligne. La première partie du séminaire va être consacrée au recrutement des participants en ligne. Chacun des conférenciers va avoir 30 minutes pour nous proposer des trucs et des astuces dans son domaine d'expertise. Et à l'intérieur de ces 30 minutes-là, il va y avoir 5 minutes ou plus, dépendant du débit des conférenciers, où vous pourrez poser des questions, commenter, approfondir certains sujets. Alors, il va y avoir 4 conférences, 4 présentations. Et finalement, on va avoir Dr Martin Blais, qui est professeur au département de sexologie de l'UQAM et qui, lui, va nous parler du recrutement en ligne d'un échantillon difficile à rejoindre. Alors bonjour, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors je vais juste vous partager en fait l'expérience qu'on a dans l'enquête sur le parcours amoureux des jeunes, qui est une enquête en fait qui a pris place à l'échelle provinciale et qui comporte plusieurs volets, dont un volet de recrutement des jeunes de minorités sexuelles. Alors, je vais vous parler en particulier de ce volet dans cette présentation. Je vais peut-être commencer par vous faire un topo sur les populations cachées, en fait. Alors, une population cachée, c'est une population dont on ne connaît pas les paramètres, en fait. Donc, on n'a aucune base pour établir un plan d'échantillonnage.
On ne sait pas quelle est leur représentation dans la population, on ne sait pas, on n'a aucune idée de où est-ce qu'ils sont précisément du point de vue géographique, on n'a pas de distribution démographique pour les décrire. C'est aussi une population qu'on va dire cachée parce qu'elle est soucieuse de sa vie privée, soit parce que ses frontières sont définies par des comportements stigmatisés ou des comportements à la limite de la légalité. Alors on peut penser par exemple aux usagers de drogue, aux travailleuses du sexe, aux groupes criminels, aux jeunes de minorités sexuelles. Par exemple, vous allez voir que dans le cas des jeunes de minorités sexuelles, on a en plus des problèmes supplémentaires. Mais en fait, donc, ce sont des populations qui, pour ces différentes raisons-là, sont susceptibles de ne pas vouloir participer à nos enquêtes ou encore de nous donner des réponses dont la validité peut être questionnée. Alors, les jeunes de minorités sexuelles ou les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transidentifiés, en questionnement ou queer, sont des populations cachées, en fait. Parce que, bon, malgré tous les changements sociopolitiques qui ont amené une visibilité plus grande de la diversité sexuelle et aussi à une possibilité d'affirmation sociale plus grande de ces jeunes, il n'en demeure pas moins que les variations de genre et d'orientation sexuelle sont encore stigmatisées et que ces jeunes, en fait, sont encore victimes d'homophobie dans les cours d'école, dans les lieux publics et parfois aussi dans leur famille. Donc, ce qui fait en sorte qu'ils pourraient vouloir ne pas, en fait, ils pourraient ne pas vouloir révéler leur orientation sexuelle. C'est aussi un groupe aux frontières mouvantes. En fait, c'est un défi supplémentaire quand on travaille avec les jeunes de minorités sexuelles, qu'on pense simplement à la prise de conscience et à la révélation de l'orientation sexuelle. Alors, ce que l'on sait, en fait, c'est que la façon dont on définit l'orientation sexuelle, elle est très variable selon les études. On peut penser à l'auto-identification, on peut penser aux préférences ou à l'attraction, qui est indépendante de l'étiquette qu'on peut y accorder ou y accoler, et au comportement sexuel, en fait. Dans le cas de l'orientation sexuelle, on pensera, par exemple, au sexe des partenaires. Alors, ce que l'on sait, c'est que selon les indicateurs que l'on prend pour définir la population, ces frontières vont se déplacer. Alors, en général, quand on pense aux jeunes de minorités sexuelles, le critère d'attraction ou de préférence va être le critère le plus important parce que c'est d'abord ce avec quoi ils sont en contact. Donc, une attirance différente, une préférence, bon, qu'ils reconnaissent socialement non encouragée, peut-être, mais ce n'est que bien plus tard, en fait, qu'ils mettront des mots et s'engageront dans des activités sexuelles avec des partenaires de même sexe ou des deux sexes. Donc, déjà, ça pose un problème particulier parce que cibler des jeunes gays lesbiennes, c'est vouloir les cibler, c'est une chose. Maintenant, cibler des jeunes qui vont se reconnaître eux-mêmes comme gays lesbiennes malgré leurs préférences, c'est autre chose. L'orientation sexuelle, elle est souvent fluide, donc également. Alors, ce que l'on sait, c'est que les jeunes, malgré leur conscience de cette différence, vont d'abord parfois se qualifier peut-être davantage de bisexuels, peut-être que cette classification, ces étiquettes évolueront, mais ce n'est que plus tard, en fait, en général, qu'ils accepteront de s'identifier comme personnes gays, lesbiennes ou bisexuelles, par exemple. Donc, cette mouvance à travers les étiquettes, cette évolution des préférences aussi, fait en sorte que un jeune pourrait très bien, à 14 ans, se dire ou se décrire comme hétérosexuel, et à 18 ans comme bisexuel et à 22 ans comme gay. Et donc, de cibler un jeune gay de 14 ans, ben, en fait, ne nous sera pas très utile pour récupérer ces jeunes, en fait. On peut aussi donc penser aux différentes façons de décrire l'orientation sexuelle, mais de telle sorte, en fait, qu'on n'a pas de paramètres populationnels pour les décrire. Parce que selon les paramètres ou les définitions qu'on mettrait de l'avant de l'orientation sexuelle, on aurait des groupes bien différents. Alors, en fait, dans PAGE, qui est l'enquête sur le parcours amoureux des jeunes, on a fait face à deux défis principaux. Alors, PAGE, c'est une enquête qui est en place depuis 4 ans maintenant, une enquête longitudinale qui a lieu sous la direction de Martine Hébert, une collègue du département de sexologie et des chercheurs de plusieurs universités au Québec. Alors, on a fait face à deux défis pour ce volet en particulier sur les jeunes de minorités sexuelles. D'abord, constituer le bassin initial de répondants pour cette population cachée et ensuite assurer leur engagement durant toute la durée de l'étude. En fait, on a fait 5 collectes sur 2 ans et demi, donc une collecte aux 6 mois. La 5e collecte n'était pas prévue, mais puisqu'on pouvait le faire, on a choisi d'y donner suite.
Alors, le recrutement, en théorie, en fait, pour les populations cachées, en fait, on pourrait penser à deux grandes stratégies. D'abord, une collecte dans la population générale, en espérant que dans cet échantillon représentatif, on aura des participants de la population cachée qu'on cherche. En fait, toutes les probabilités sont de notre côté. Il devrait y en avoir par défaut. Inutile de vous dire que c'est une stratégie extrêmement coûteuse, puisque pour rejoindre un groupe qui représente peut-être entre, selon les études, en fait, j'y reviendrai, selon les âges, en fait, parce que ça aussi, ça varie, entre 3, 7, 12 il faut en échantillonner pas mal pour avoir une puissance statistique suffisante. L'autre stratégie, c'est un échantillonnage mu par les répondants. Alors là, on fait référence à différentes stratégies. La plus classique est l'échantillonnage boule de neige. Alors, c'est des répondants qui sont idéalement choisis au hasard initialement et qui ensuite vont nous référer à d'autres répondants. Donc, c'est une stratégie assez classique que la plupart d'entre vous connaissent sans doute. Ça pose différents problèmes. L'autocorrélation entre les observations, les biais en faveur des participants les plus coopératifs. Alors, les participants peuvent aussi vouloir protéger certaines personnes, donc ne pas référer certains de leurs amis, en référer d'autres qu'ils savent plus coopératifs. Donc, toujours l'échantillonnage boule de neige fait son lot de biais. Ensuite, il y a une autre stratégie qu'on va appeler l'échantillonnage ciblé, en fait, qui se fait en deux étapes, qui repose sur un mapping ou un mappage, en fait, géographique des lieux où on peut trouver ces répondants potentiels. Donc là, il y a un travail ethnographique à faire pour identifier. Et ensuite, il y a des agents de recrutement donc, qui partent dans ces lieux et qui déploient différentes stratégies, un échantillonnage par quota. Il y a Argus, par exemple, qui est une enquête de surveillance mise en place par la santé publique sur les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc qui mobilisent de telles stratégies. Il y a aussi l'échantillonnage informateur clé, que j'ai mis en gris parce qu'en fait, ce n'est pas une stratégie qu'on a utilisée dans notre contexte. Alors, en pratique, c'est beaucoup plus complexe que ce que c'est en théorie, et c'est beaucoup plus difficile également de trouver ces jeunes. Alors, comme le volet 1, en fait, de l'enquête page portait sur des jeunes dans des écoles, on avait cette chance en or, en fait, donc de pouvoir recruter des jeunes de minorités sexuelles à l'intérieur de ce bassin très général. Alors, on visait initialement 3200 répondants. Alors, on a eu un succès tout à fait inattendu. Alors, on a 8200 répondants, en fait, au temps initial, dans 34 écoles du Québec, dont une proportion, en fait, environ 800 sont des jeunes de minorités sexuelles. Alors, c'est fantastique parce que ça nous donne une base d'échantillonnage. En fait, c'est un échantillon probabiliste. Donc, on a une base, on peut identifier la représentation des différents sous-groupes de jeunes de minorités sexuelles dans cet échantillon, ce qui va nous être très utile par la suite. On a aussi mobilisé donc l'échantillonnage mu par les répondants pour ces jeunes de minorités sexuelles, où là, on a vraiment travaillé avec les groupes communautaires, on a identifié les groupes qui ciblaient les jeunes. Donc, on a fait un mapping virtuel, en fait, de façon plus ou moins formelle. Je présente les choses comme si c'était des stratégies très pensées, déterminées à l'avance. Bon, disons que les aléas de la recherche font qu'on se promène plutôt dans l'improvisation, la planification, l'échec une nouvelle tentative. Là, je pense que c'est plus représentatif vraiment que cette trajectoire très linéaire où on pense à tous les aspects initialement. En tout cas, pour nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Je souhaite que ça se passe comme ça pour vous, mais peut-être en fait qu'avec le partage des expériences et des pratiques, les futures enquêtes pourront être toujours un peu plus planifiées et on en sera plus en contrôle, mais ce n'était pas vraiment notre cas. Alors donc, ce mappage virtuel, on est passé par les organismes qui nous ont beaucoup soutenus, qui ont accepté de partager nos invitations adressées aux jeunes pour participer. On a beaucoup utilisé aussi les chaînes de référence, donc à travers les courriels, les listes de diffusion des organismes. En fait, je ne reviens pas sur les caractéristiques de ce qu'est un bon communiqué de presse, ce qu'est un bon courriel, ce que sont de bons messages. Bref, en fait, ça a déjà été discuté.
ce que je peux vous dire, c'est qu'on a péché à plusieurs reprises dans nos tentatives. Donc là aussi, encore, on réessaie, on réécrit, on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne plus ou moins. Et c'est très long aussi parce que on est toujours dépendant, en fait, du bon vouloir des jeunes de répondre à une enquête, relativement longue d'ailleurs, un questionnaire qui pouvait faire entre 25 et 45 minutes. Donc, une tâche assez lourde pour eux. Notre première stratégie, ça a été d'assurer la visibilité du projet. Alors, vous voyez, en fait, on a fait faire des petites cartes d'affaires au dos duquel on avait mis un code 2D que les jeunes pouvaient scanner. Mais finalement, on se rendait compte que c'était impossible de répondre au questionnaire sur un écran aussi petit, donc stratégie inutile. Donc, la plateforme n'était pas du tout faite pour accueillir des portables. Alors, ça a été une stratégie qu'on a mise de côté. On a créé une page Facebook avec un visuel. Alors, on a 776 membres sur la page. Je vais y revenir. Donc, ça, c'est le site dédié au projet. Ça nous a permis, donc, de devenir amis avec d'autres sites à qui on a envoyé des invitations pour qu'eux-mêmes le rediffusent sur les sites. Ça nous a permis d'établir une base de répondants potentiels. Évidemment, parmi ces 776 membres de notre page, il y a nous, nos amis. Et donc, c'est toujours aussi un départ pour commencer à faire rouler la boule de neige. Alors, c'est sur cette page, en fait, qu'on a diffusé beaucoup de messages encourageant la participation, qu'on a fait beaucoup de rappels, qu'on a diffusé des résultats préliminaires. Et peut-être, en fait, que ça a résolu aussi d'une certaine façon le problème éthique du harcèlement par courriel, parce que oui, on envoyait des invitations et des rappels, et on les avisait d'ailleurs de ces rappels. On leur disait, bien, on va t'envoyer à partir de maintenant 2 rappels par courriel. Un premier rappel dans 2 semaines, ou dans 1 semaine, et le suivant 2 ou 3 semaines plus tard. Ça, on les avisait, et on respectait ce rythme, mais notre page Facebook, elle, par exemple, on n'avait pas de limite aux rappels qu'on pouvait envoyer. Donc, ça s'affiche sur leur propre journal Facebook. Et donc, c'est un rappel constant que l'étude existe, qu'ils en sont peut-être au moment où ils devraient compléter le temps subséquent. Donc, les courriels, les listes de diffusion des organismes, la rue, en fait, aussi, pendant les festivals diversité, la Gay Pride, en fait, dans l'été, les assistants de recherche distribuaient des petites cartes pour faire connaître l'étude. Les magazines imprimés, en fait, on a fait paraître un communiqué de presse. Je vais revenir à la diapo suivante. Mais pour saisir aussi le timing médiatique, on a aussi fait différents types de matériel promotionnel, des crayons aux couleurs du projet, des feuillets d'information, des bulletins de suivi qu'on envoyait aux partenaires, mais qui sont venus quand même un peu tard, malheureusement. Alors, si c'était à refaire, on planifierait probablement une séquence beaucoup plus rapide de quels sont les types de résultats qu'on va fournir aux répondants, aux organismes, comment les mobiliser plus rapidement. Alors, malheureusement, on n'a pas fait de répétition pour cette enquête. Alors, j'en parle un peu plus tôt, saisir le moment médiatique, en fait. Au moment où on a fait l'enquête, à un moment, en fait, il y a eu 2 suicides, je pense, de jeunes qui étaient victimes d'intimidation dans leur école. Une jeune fille de la Gaspésie, un jeune homme, je pense, du Saguenay. C'est un peu loin dans mes mémoires. Mais donc, l'enquête, elle, portait en grande partie sur l'intimidation. Donc, on a profité de ce moment pour leur dire, bien, écoutez, on a besoin d'entendre votre voix, on a besoin de savoir ce qui se passe pour vous sur ce plan-là. Donc, on a émis un communiqué de presse, en fait, qui a été notamment repris dans un magazine Fugue destiné à la communauté gay, donc qui a fait paraître ce petit encadré. Facebook, en fait, a été d'un grand secours pour nous. Alors, la plateforme était différente de celle qu'on a vue. Là, je pense que Facebook met à jour ses outils publicitaires à une vitesse folle. Alors, c'était un peu plus rudimentaire à l'époque, bien qu'on avait été très impressionnés quand même par ces outils. Mais vous voyez, on avait proposé différents... donc, toujours pour le Québec, au Canada, on a proposé différents intérêts possibles. Donc, bisexualité, lesbienne, LGBT, bullying, transgender. Et donc, on mettait ces différents mots-clés
pour des jeunes de 14 à 28 ans, vous voyez qu'ensuite ça a été 14-21 parce que la réalité nous rattrapant, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir notre notre groupe d'âge pour élargir notre bassin de recrutement. Et Facebook, j'imagine que c'est encore le cas, en fait, nous donne la taille du groupe ciblé, donc qui répond à ces critères. Donc 17 200 personnes, 68 000 personnes, 78 000 personnes. Alors, juste pour voler le punch tout de suite, on a fini avec 314 répondants, donc on est bien loin de ces 78 000 potentiels. Mais pour vous donner une idée, en fait, ce sont des chiffres trompeurs, je vous le dis maintenant, mais on a dépensé un budget de 600 $ sur Facebook pour 880 clics. Bon, finalement, le coût était de 558 $. Là, on paye au clic. Effectivement, il y a un système d'enchères et là, notre pub apparaît de façon plus ou moins avantageuse sur la page selon le montant qu'on veut bien dépenser par clic. Alors, on espère à la fois que les gens cliquent, mais en même temps pas trop, parce qu'on est toujours un peu inquiet, même si on met un budget maximal. On préférait toujours qu'on ait le plus de clics possible pour le moins cher possible. Mais bon, enfin, donc au final, ça nous a coûté 52 sous par clic pour 880 clics. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que de tous ces clics, en fait, on a 314 répondants réels dans la banque. Donc, pour un coût de 1,46 $ par clic. C'est un coût qui n'appartient qu'à Facebook. Alors, ça ne tient aucunement compte du temps investi, ça ne tient aucunement compte des réunions. Alors, c'est plusieurs dollars, en fait, par répondant, le coût réel. Mais il va de soi que puisque c'est un questionnaire en ligne, en fait, le temps de saisie, le temps de déplacement dans les écoles, au final, cet échantillon coûte évidemment beaucoup moins cher que l'échantillon de 8200 répondants où on devait se déplacer à travers la province. Alors, on a mis en place différents types d'incitatifs pour le recrutement. En fait, ça réfère à des travaux assez classiques sur le sujet. Donc, il y a les incitatifs primaires, il y a les incitatifs secondaires. Alors, si on pense aux incitatifs primaires, en fait, c'est un agent, en l'occurrence le chercheur ici, qui promet une récompense. Alors, on faisait tirer pour chaque vague de sondage. Je vous rappelle qu'initialement, il y en avait 4 prévues. Une 5e s'est ajoutée. Donc, à chaque vague de sondage, on faisait tirer des iPods parmi les répondants. On publiait des noms. Martin Montréal, sur la page Facebook, a gagné un iPod parce qu'il a participé. Donc, de façon à laisser savoir aussi à nos répondants qui étaient amis avec nous sur Facebook que oui, il y avait des tirages. Oui, gagner un prix était possible parce qu'il y avait des vraies personnes qui gagnaient ces prix. Alors, parmi les autres incitatifs, en fait, on l'écrit souvent dans les formulaires de consentement sur les avantages. C'est participer à la recherche, c'est faire valoir sa voix, soutenir sa communauté. Donc, évidemment, tout ça fait partie des différents messages qu'on envoie. On donnait également accès à des ressources psychosociales, en fait. Donc, tout ça est dans le formulaire de consentement, mais ce sont quand même des éléments qui valent la peine d'être mis explicitement en valeur, ailleurs que dans le formulaire de consentement, parce que j'imagine que, comme beaucoup de monde, les jeunes, comme vous et moi peut-être, on lit assez vite certaines sections du formulaire de consentement pour passer assez rapidement à la participation. Il y avait aussi des incitatifs secondaires. Alors, des incitatifs secondaires, ça renvoie à cette idée qu'il y a une pression sociale informelle qui vient du fait qu'on est incité à participer par un organisme dont on est membre et que c'est cet organisme qui nous sollicite en fait directement. Donc, cette pression informelle, on capitalise aussi sur elle, donc en passant par les groupes communautaires LGBTQ pour nous soutenir. L'autre défi, en fait, donc le premier, c'était établir le bassin de recrutement. L'autre défi, c'était de prévenir l'attrition. Alors, c'est toujours un problème. Vous allez voir comment ça se passe pour nos chiffres dans notre enquête. Alors, encore une fois, on faisait tirer donc, des prix à chaque temps. On faisait tirer une tablette à la fin, donc des iPads, donc pour ceux qui participaient à tous les temps de mesure. Donc, la promesse, c'était que ultimement, vous ferez partie d'un petit groupe privilégié dont la probabilité de gagner sera plus grande que les autres. Les incitatifs secondaires étaient encore une fois les mêmes.
toujours encourager la participation, soutenir. Donc, il faut insister et rester visible sur toutes les plateformes présentées ou sur lesquelles, en fait, les jeunes sont. Donc, on a eu 5 ans de mesure à 6 mois. Les méthodes de collecte de données, en fait, étaient d'abord papier-crayon pour le volet le plus général. Et on devait ensuite rapidement passer au volet web et intégrer l'échantillon de jeunes de minorités sexuelles, donc l'échantillon de convenance, avec l'échantillon général de 8200 jeunes, en fait, tout de suite les faire passer vers le web, vers une plateforme intégrée. Enfin, on a choisi de poursuivre la collecte papier-crayon au deuxième temps pour minimiser l'attrition, parce que, comme on les avait rencontrés l'automne, ces jeunes étaient encore dans la même classe 6 mois plus tard, et ensuite ils allaient quitter et donc se répartir dans de nouvelles classes, et donc on voulait profiter de ce momentum. Donc, on a fait les 2 premiers temps papier-crayon pour eux. Et ensuite, à partir du 3e temps, il y a eu vraiment une plateforme intégrée web où tout le monde entrait. On a eu recours à une firme de sondage externe située au Québec parce qu'il y a effectivement des enjeux de géolocalisation des données. Et donc, les lois qui s'appliquent aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'ici. Et le droit de regard des compagnies sur les données aussi sont très variables selon leurs clauses. Donc, c'est une firme de sondage au Québec qui a mis la plateforme en ligne. On a sollicité les jeunes sur la base, en fait, des courriels qu'ils nous laissaient. Donc, quand ils remplissaient ou la version en ligne au premier temps ou le questionnaire papier-crayon, ils nous laissaient leur adresse de courriel. Et là, on découvre que les jeunes ont plusieurs adresses de courriel, que les adresses changent d'un temps à l'autre, que parfois il y a des coquilles, il y a des lettres inversées. Alors, quand on fait un examen visuel, on se rend compte qu'il y a des adresses de courriel où l'arobase n'est pas au bon endroit, ou le point dans .com apparente le C et le O. Alors, il y a toutes sortes d'erreurs comme ça. Alors, il faut faire une inspection visuelle pour corriger ces erreurs parce que beaucoup de courriels rebondissent. Alors, des jeunes aussi qui changent presque d'adresse de courriel, comme par exemple belay.martin@uqam à un moment, mais ensuite, au temps suivant, ce sera @hotmail. Ensuite, donc, ce qui pose aussi toutes sortes de problèmes pour le suivi. Alors, on envoyait 2 courriels de rappel par temps de mesure, donc à 2 à 4 semaines du premier envoi. On utilisait aussi beaucoup la page Facebook du projet, parce que ça, comme je l'ai dit, on n'était pas contraint dans le nombre de courriels à envoyer. On avait également, du point de vue des incitatifs, en fait, ce qu'on a choisi de faire, c'est d'augmenter le nombre et la valeur des récompenses. Alors, on voit qu'on est passé du petit iPod au iPad graduellement, en fait, pour les maintenir sur une période aussi longue, maintenir leur intérêt et créer la certitude qu'ils auraient accès à des gains plus importants. Donc, il y a encore une fois des rappels fréquents via les organismes qui nous ont beaucoup soutenus. Alors, voici l'évolution de l'échantillon du volet 1 sur 2 ans et demi. Alors, vous voyez qu'on passe de... Bon, on a en vert pâle, en fait, le nombre prévu initialement. Donc, on est au-delà pour les 2 premiers temps. En fait, le 3e également. Bon, ensuite, vous voyez qu'il y a une chute assez importante. Donc, on est passé d'un taux de réponse de 99% au temps 1 à 11% au temps 2. Et en fait, au temps 5, pardon. Et au final, bien, c'est 7% des jeunes qui sont restés avec nous jusqu'à la fin. Donc, c'est significativement... c'est significatif quand même comme attrition. Mais considérant le N initial, en fait, on a suffisamment de données quand même pour travailler et exploiter ces variables. L'échantillon en ligne, en fait, donc ils étaient 314 au temps 1, beaucoup plus que ça, en fait, mais quand on nettoie la base de données, évidemment, il y a des doublons, il y a des gens qui se sont arrêtés après la première question, donc sur les 800 quelques qui ont commencé, en fait, on en a 314 utilisables sans doublons. Alors, on voit en fait que c'est tout de suite une perte de 50% dès le 2e temps.
Mais ce qui est particulier, en fait, c'est que peut-être parce que c'est un échantillon communautaire, parce que peut-être que les incitatifs secondaires de participer à cette enquête, de faire valoir sa voix, ont pris une importance particulière chez eux. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est que de ces 55 en fait, on a réussi à les garder jusqu'au temps 4 quand même dans une bonne proportion. Bon, au temps 5, en fait, on diminue encore, mais c'est un temps non prévu, alors on ne s'en plaint pas. Évidemment, ça pose toujours les questions de la représentativité. Une enquête, une population cachée, en fait, se prête très mal à une enquête comme telle parce qu'on n'a pas à une telle enquête parce qu'on n'a aucun paramètre. On ne peut rien dire pratiquement de la valeur de notre échantillon. Dans ce cas-ci, notre enquête pour le volet provincial, en fait, nous donnait cette base populationnelle. Donc, ce qui nous permettait, en fonction de paramètres clés, en fait, de repondérer notre échantillon en ligne et donc de leur accorder une probabilité de sélection et un point échantillonnal. Donc, ça a été une planche de salut, pourrais-je dire, qu'on ait ces données-là en parallèle. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais il nous reste quelques minutes.